débat houleux. Il faut procéder à la révision de cette loi. Est-ce que le scrutin à tour unique est anti-républicain? Léonard Chéou Kitundu, sénateur, invité d'ITW. Nous sommes une jeune démocratie. L'avantage que nous avons, c'est le recul en tant que pays. Après une pratique institutionnelle de 4 ans, c'est tout à fait normal que nous jetions un regard sur ce qui a été fait et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, les dysfonctionnements que nous avons décelés pour y apporter des remèdes. Et pour cela, nous avons constaté que certaines dispositions constitutionnelles n'étaient pas adéquates par rapport à la réalité. C'est pour ça que nous avons ciblé 8 dispositions constitutionnelles que nous avons trouvées comme posant problème au niveau de l'application et au niveau de la réalité, et il fallait les modifier. Alors, quelques questions se posent à ce propos en ce qui concerne la révision. D'abord, est-ce que les dispositions révisables, les 8 dispositions pour lesquelles nous avons décidé la révision, figurent-elles parmi les dispositions intangibles de la Constitution, c'est-à-dire qui sont insusceptibles de révision? Je réponds par la négative, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché au noyau intangible de notre Constitution, c'est-à-dire à l'article 220. Donc, ce sont des dispositions qui ont plutôt un caractère technique, quand vous regardez très bien. Donc, sur ce point, nous sommes en paix avec notre âme, c'est-à-dire nous ne pensons pas avoir touché à l'intouchable. La forme républicaine de l'État, vous ne pouvez pas. Le nombre et la durée des mandats du président de la République, vous ne pouvez pas toucher. L'indépendance du pouvoir judiciaire, vous ne pouvez pas toucher. La réduction des prérogatives des provinces, vous ne pouvez pas les toucher. Vous ne pouvez pas réduire les droits et libertés reconnus aux citoyens par la Constitution. Voilà. Ce sont toutes ces dispositions-là auxquelles vous ne pouvez en aucun cas toucher. Il ne s'agit pas de Joseph Kabila. Il s'agit du président de la République en tant qu'institution. Okay? Ça veut dire que, quel que soit celui qui est à la tête de l'État, ce n'est pas en faveur d'un chef de l'État intuito personae. C'est pas ça. Alors, l'article 69 de notre Constitution fait du chef de l'État le garant de la nation. C'est lui qui incarne la nation. Et confie aussi au président de la République la prérogative de procéder par son arbitrage, donc de veiller par son arbitrage au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, donc des institutions. C'est l'article 69. Et puis, je dois vous rappeler que le chef de l'État, en tant que président de la République institution, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, à partir du moment où une institution est le garant de la nation et a le pouvoir de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et même des institutions, mais parmi ces institutions, l'Assemblée nationale, comment voulez-vous exclure l'Assemblée provinciale? C'est la question que je pose. Et comme on dit en langage simple, qui peut le plus, peut le moins. Alors, imaginez, et la République, je rappelle aussi, la République démocratique du Congo, selon la Constitution, est une république unie et indivisible. Il faut que les gens se le rappellent très bien. Alors, comment voulez-vous que le garant de la nation, celui qui est chargé par la Constitution de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, tolère, sans pouvoir d'intervenir, et soit indifférente lorsqu'il y a une crise persistante en province entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, au point de bloquer le fonctionnement des institutions provinciales et par conséquent paralyser le fonctionnement de la province. Ce n'est pas normal.
il faut que celui qui est le garant de la nation intervienne pour faire débloquer les choses. C'est pour cela qu'on lui confère le pouvoir de dissoudre l'Assemblée provinciale. Mais ce pouvoir-là de dissolution est bien encadré. D'abord, c'est tout à fait exceptionnel. Il faut qu'il y ait une crise persistante qui menace de paralyser le fonctionnement régulier des institutions provinciales. Ça, c'est la première chose. Donc, ce pouvoir est déjà encadré parce que c'est vraiment exceptionnel. Deuxième chose, le président de la République ne peut pas dissoudre seul sans consulter le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat, qui est justement le Parlement de la République. Alors, s'il vous plaît, on ne peut pas là considérer qu'on a accru le pouvoir du président de la République parce que l'usage de ce pouvoir est bien encadré. Donc, on n'est pas ici dans une situation de dictature, on est dans une situation d'un président de la République élu au suffrage universel, garant de la nation et chargé de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas accepter que le président dissolve l'Assemblée nationale et soit impuissant face à une crise qui persiste en province et n'est pas pouvoir dissoudre l'Assemblée provinciale. Nous pensons qu'il y a aussi quelques problèmes par rapport à la loi électorale. Et il faut procéder à la révision de cette loi. Pour quelles raisons? Alors, encore une fois, c'est par rapport au mode de scrutin. Nous venons de vivre une expérience avec la représentation proportionnelle, intégrale. Le grand problème avec la représentation proportionnelle intégrale, c'est l'inefficacité gouvernementale. Une gouvernabilité discutable et parfois compliquée. L'avantage de la représentation professionnelle, c'est la représentativité de plusieurs sensibilités politiques qui existent dans le pays. C'est ça l'avantage. Le désavantage, c'est l'inefficacité en matière de gouvernance. C'est pour ça que, pour ne pas retomber dans l'autre extrême, parce que le scrutin majoritaire a l'avantage d'une stabilité gouvernementale avec l'efficacité que cela implique, le désavantage, c'est que là, on met de côté certaines sensibilités politiques. Alors ce que nous voulons maintenant, c'est de trouver un scrutin qui concilie les avantages de la représentation proportionnelle et du scrutin majoritaire, pour arriver à un scrutin mixte. Nous voulons adopter le système mixte. Et avec quelques correctifs, il y a certaines techniques, n'est-ce pas, et qui nous permettent d'aboutir à un système qui associe la meilleure gouvernabilité, l'efficacité gouvernementale et la représentativité suffisante de certaines sensibilités politiques. Avec, bien entendu, aussi le seuil d'éligibilité. Autrement dit, une formation politique qui n'aura pas recueilli 5% des suffrages ne peut pas participer à la répartition des sièges. Alors, donc nous préconisons actuellement un système mixte. Prenons la révision constitutionnelle, le scrutin de l'élection du président de la République à tour unique. En quoi cela favoriserait le candidat de la majorité? Moi, je ne vois pas du tout, parce que les règles sont les mêmes. Et d'ailleurs, pour vous montrer que le choix est impersonnel, c'est que là, encore une fois, nous prenons aussi le risque de voir le candidat de l'opposition l'emporter. Donc, au fait, le choix est impersonnel. Ça, ce que je dois vous dire, que, indépendamment de toutes les raisons qui ont été avancées et qui sont connues maintenant, il y a d'abord le coût. Beaucoup de gens minimisent cela, mais c'est vrai, le coût est un argument fort. J'ai entendu même certains partenaires étrangers qui commencent à se prononcer après la révision, alors que c'est avant la révision qu'ils auraient dû se prononcer et dire voilà, ne procédez pas à la révision, nous mettons les moyens à votre disposition pour que vous mainteniez les 2 tours. Personne ne s'est prononcé. Alors, une fois la révision passée, il y a des gens qui disent nous sommes d'accord de procéder à des appuis et tout ça, mais c'est déjà trop tard. Voilà. Donc, et puis, la République démocratique du Congo ne doit pas rester là tout le temps, la main tendue vers les appuis extérieurs. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous nous assumions. Donc, la modification constitutionnelle par rapport au scrutin de l'élection présidentielle participe aussi de la rationalisation, si vous voulez, de notre démocratie. Je tiens à vous dire que
L'avantage du scrutin unique, c'est que justement, vous savez, là où on est dans les pays qui expérimentent le détour, l'adage selon lequel on choisit au premier tour et on élimine au second tour. Nous voulons qu'on élimine, qu'on choisisse au premier tour, ou donc au seul tour, et qu'on élimine au même moment, pas en deux fois. Cela permet, j'ai parlé de la rationalisation, de l'émergence d'un candidat à la présidence de la République qui doit tout faire pour avoir une assise nationale. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire que pour que vous prétendiez à la magistrature suprême, vous devez tout faire pour convaincre, en tout cas, sinon l'ensemble du pays, au moins les citoyens de l'ensemble de provinces. Sinon, vous serez dans presque l'incapacité de l'emporter. Et quand on suit l'expérience d'autres démocraties qui pratiquent le scrutin à tour unique, c'est justement l'émergence des formations politiques solides et bien assises sur l'ensemble du territoire et qui permettent, qui facilitent l'alternance politique. Je vous donne l'exemple de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est la mère des démocraties. C'est le scrutin à tour unique qui est pratiqué en Angleterre. Mais en Angleterre, on a vu s'imposer deux grandes formations politiques qui s'alternent selon les circonstances, avec un petit parti charnière entre les deux. Mais au fait, les grandes formations, le Parti conservateur et le Parti travailliste. La question qu'on doit se poser, est-ce que le scrutin à tour unique est anti-républicain? Je réponds par la négative. Bien au contraire, c'est éminemment républicain parce que c'est pratiqué par les plus grandes et les plus vieilles démocraties à travers le monde. Est-ce que ce scrutin est antidémocratique? Ce n'est pas vrai, parce que ce scrutin est démocratique, il est pratiqué aussi dans d'autres démocraties à travers le monde. Et puisque la disposition modifiant le scrutin à deux tours ne fait pas partie du noyau intangible de la Constitution, vous comprenez très bien. Et puis, puisque nous sommes la représentation nationale, nous représentons le peuple congolais, nous avons été élus pour cela. Lorsque nous avons constaté qu'il y a des dysfonctionnements, que certaines de ces dispositions ne sont plus conformes à l'intérêt de notre pays, il nous appartient de modifier. C'est pour ça que nous assumons notre responsabilité.